Lorsque le couvercle glacé de ce coffre-fort en acier s'ouvrit enfin dans un long grincement, j'aurais tant voulu pouvoir me relever de la terre froide où je repose et assister de mes propres yeux au moment précis où l'ivresse de victoire qui éclatait sur le visage de ma belle-fille Séverine se transformait en quelques secondes en une noirceur de terreur et de désillusion. Il croyait que, dans ce coffre, dont il convoitait le contenu depuis tant d'années, il trouverait la lumière d'un salut, l'éclat d'une fortune colossale à laquelle il pourrait s'accrocher sans avoir levé un doigt. Mais ils ignoraient une vérité bien plus amère. Moi, Émeraude, des mois avant de rendre mon dernier souffle, j'y avais déposé un héritage infiniment plus lourd que l'argent. Un fardeau destiné à ronger leur conscience toute leur vie, un souvenir qu'ils ne pourraient jamais oublier. Avec mon défunt mari, mon compagnon de toujours, Adrien, nous avions bâti cette fortune à la sueur de nos fronts, en passant les plus belles années de notre jeunesse à veiller dans ces ateliers de tissus étouffants et poussiéreux, en économisant sur nos propres besoins pour investir chaque centime dans notre travail. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un jour, tout ce labeur, toutes ces nuits sans sommeil et tous ces sacrifices deviendraient aux yeux de notre propre fils de simples morceaux de papier bons à être brûlés, de prétendus butins qu'il croyait mériter sans avoir rien accompli. Même le jour de ce mariage fastueux où nous avons uni notre fils Karim, ce petit garçon fragile dont je veillais la fièvre des nuits entières, à Séverine, cette femme dont les yeux brillaient d'un éclat fait de cupidité et d'ambition, je sentis une pointe brûlante me traverser le cœur. Ce n'était pas la jalousie banale d'une belle-mère, non. C'était l'écho sourd d'un malheur qui entrait dans notre foyer, le pas discret d'un froid calcul qui, un jour, m'arracherait mon propre enfant. Mais je ne le compris que bien trop tard. Les années s'écoulèrent comme de l'eau, et lorsque j'enterrai Adrien, la maison immense où résonnait autrefois ma voix devint un tombeau silencieux dans lequel je me surpris à parler au mur. Et lorsque les visites de mon fils et de ma belle-fille, déjà rares, ne se produisirent plus qu'en cas de dette ou de besoins urgents, lorsqu'en franchissant la porte, leurs yeux ne cherchaient pas mon regard, mais les candélabres en argent du salon ou l'anneau d'émeraude que je portais, une plaie profonde, indescriptible s'ouvrit dans mon cœur de mère. Je n'étais plus pour eux une mère dont on caresse le cheveu, dont on respecte la sagesse et l'amour, mais un compte bancaire ambulant, un portefeuille respirant dont on attendait tranquillement la date d'expiration. Les soirs glaciales où ils m'offraient ces sourires aussi faux que leurs intentions, je voyais enfin derrière leur masque la vérité crue, brutale, intéressée. Devant la photo d'Adrien, je fis alors un serment. La vie que nous avions construite de nos mains cailleuses ne serait jamais livrée à un héritier sans âme. Je leur donnerais une leçon que l'argent ne peut acheter. Car se sentir disparaître peu à peu alors qu'on est encore en vie, devenir une ombre dans sa propre maison, est une mort bien plus lourde que la terre froide. Au petit déjeuner du dimanche ou au repas de fête, chaque fois que j'évoquais les souvenirs tendres de leur grand-père, Séverine m'interrompait d'un rire artificiel, tranchant comme un couteau, et Karim, sans même lever les yeux vers moi, s'enfouissait dans son téléphone. C'était leur manière silencieuse et cruelle de me dire « Ton époque est terminée, vieille femme. Tais-toi et ouvre ton porte-monnaie. » Même mes petits-enfants, ces âmes pures que je respirais comme un parfum de paradis, finirent par s'éloigner. Les chandails que je tricotais avec amour étaient rejetés comme démodés, et ils ne couraient vers moi que lorsque je venais les bras chargés de jouets coûteux.
Je voyais leurs jeunes esprits façonnés comme par un lierre venimeux, par leur mère, jusqu'à ne me percevoir que comme une machine à cadeaux. Et chaque nuit, je mouillais mon oreiller de larmes en voyant ma famille se dissoudre ainsi. Une nuit, alors qu'un poids brutal me transperçait la poitrine, j'entendis derrière la porte entr'ouverte non pas des mots d'inquiétude, mais des murmures fébriles. « Est-ce que cette fois elle s'en va ? Quand doit-on appeler le notaire ? Il faut régler la succession. » À cet instant, je sentis mon sang se glacer. Le dernier fil qui me rattachait à la vie se rompit sous l'indifférence de mon propre fils. Karim, ce même enfant que je berçais sur mes genoux et poursuivais pour qu'il ne tombe pas, se tenait devant moi, un paquet de procurations piégées à la main, revêtu du prétexte « Pour te faciliter la vie, maman, pour que tu ne te fatigues plus ». Et me regardant droit dans les yeux, il me servait ses mensonges avec le calme d'un homme ayant vendu son âme. Ce fut pour moi l'apocalypse d'une mère. Ce n'était plus mon fils, c'était un étranger sculpté par l'ambition de sa femme. Et à cet étranger, je ne pouvais offrir ni signature ni confiance, seulement la leçon qu'il méritait. Cette nuit-là, lorsque mes larmes séchèrent pour laisser place à une lucidité tranchante comme la glace, je me levai, traversai la maison silencieuse et me dressai devant le fameux coffre-fort, celui qui nourrissait leurs rêves, celui pour lequel ils avaient vendu leur humanité. Ils croyaient y trouver leur salut, mais moi, Émeraude, je savais qu'il deviendrait leur piège. J'y avais déposé quelque chose d'apparemment simple, presque sans valeur, mais dont la signification valait des mondes. Quelque chose qui les giflerait l'âme d'une manière qu'ils ne l'oublieraient jamais. Et en refermant ce coffre cette nuit-là, j'avais déjà décidé de leur rendre la seule justice qu'ils comprendraient. Après cette nuit-là, je décidai de ne plus me laisser écraser par leurs regards condescendants. Au contraire, j'allais utiliser ma vieillesse et, comme il disait, mon esprit embrouillé, comme un bouclier, une armure infranchissable. Je savais pertinemment qu'on découvre la vraie nature d'une personne dans les instants où elle vous croit sourde, absente, incapable de comprendre. Alors je passais mes journées immobiles dans ce fauteuil, jouant le rôle d'une vieille femme sénile, détachée du monde, tout en enregistrant en silence leurs négociations les plus honteuses, leurs paroles les plus ignobles. Quand mon fils Karim, avec ce ton de tendresse artificielle qu'on réserve aux enfants qu'on veut tromper, posa devant moi des documents en disant « Maman, on agrandit l'entreprise, ce n'est qu'une formalité, il suffit que tu me transfères l'autorisation du coffre, on veut éviter toute fatigue. » Je compris immédiatement que ce n'était pas une formalité. C'était une tentative de voler ma vie, la mémoire d'Adrien et tout mon avenir. En un seul trait de plume. À cet instant, l'amour maternel laissa place en moi à une intelligence glaciale, lucide, tranchante comme un couteau, celle d'une négociatrice qui refuse qu'on la floue. Et lorsque j'entendis Séverine, riant au téléphone avec ses amis, parler comme si j'étais déjà morte, elle perd complètement la tête. Dès que l'argent tombe, on achète enfin la maison au bord de l'eau dont j'ai toujours rêvé.
Je vis avec une clarté brutale que leurs rêves se construisaient sur ma tombe. À leurs yeux, je n'étais plus qu'un obstacle gênant à écarter. J'en compris alors une chose essentielle. Je n'avais plus le luxe d'être miséricorde. Je me rappelais les derniers mots de mon Adrien. Quelques jours avant de mourir, il avait saisi mes mains tremblantes, glacées, et m'avait regardé au fond des yeux. « Émeraude, Karim est notre fils, mais son cœur est faible. Dans les yeux de cette femme, je vois un feu d'ambition qui ne sera jamais rassasié. Ne laisse jamais notre sueur, notre travail être jeté dans ce brasier. Protège ce que nous avons construit. » Ce legs lourd comme une montagne s'était posé sur mes épaules depuis ce jour-là, et c'était devenu l'ordre sacré qui me maintenait droite dans cette guerre silencieuse. Pendant qu'il complotait pour savoir dans quelle maison de retraite économique il pourrait m'enfermer, ou quel certificat médical utiliser pour me déclarer inapte, je sortis sous prétexte d'un contrôle de routine et franchis la lourde porte de la grande banque au cœur de la ville, une porte que je n'avais pas traversée depuis des années. Dans mon sac en cuir noir, je ne portais pas seulement des actes de propriété et des relevés bancaires. Je portais la première pierre d'un plan légal, immense et irréversible, qui leur retirerait ce futur qu'ils croyaient garanti et qui les ferait tomber dans le piège qu'ils avaient creusé eux-mêmes. En rentrant chez moi, le poids de ces documents, ce poids qui n'était plus une charge, mais une armure d'acier invisible, me redonnait de la force. Et lorsque j'ouvris la porte et vis sur le visage de Séverine l'expression « Où traînait donc encore cette vieille folle ?», je cachai en moi toute la tempête derrière un sourire tremblant. Je me suis un peu perdue, ma fille. Ainsi débuta le second acte, le plus dangereux de mon jeu. Au dîner, je laissais tomber exprès la cuillère pleine de soupe sur la nappe immaculée. Non pas parce que ma main tremblait réellement, mais pour renforcer leur conviction que je n'étais plus une menace. Le soupir impatient et méprisant de Karim me transperça comme un fer brûlant. Mais j'avalais cette humiliation, car chaque détail affûtait leur arrogance et me laissait le champ libre pour le coup final. Tard dans la nuit, alors qu'ils murmuraient dans leur chambre que j'étais désormais dépendante et incapable de décider, et qu'ils devaient absolument obtenir la combinaison du coffre avant que je ne l'oublie complètement, par la douceur ou par la peur, j'entendis dans la voix de Séverine ce frémissement avide, ce même bruit d'ailes qu'on entend chez un vautour tournant autour d'une proie mourante. Et je souris dans l'ombre. Leur précipitation serait ma meilleure alliée. Quand tout le monde fut profondément endormi, j'ouvris une dernière fois le coffre en métal glacial, avec la solennité de quelqu'un qui manipule une relique sacrée. Je vidai un à un les billets accumulés pendant des années, les lourds bingots d'or, les diamants, les titres de propriété. Ce n'était pas seulement ma fortune que je reprenais, c'était aussi le prix de leur ingratitude. Et dans cet espace noir et froid, je déposais, à la place du trésor qu'ils étendaient, une petite boîte de velours. Et une enveloppe jaunie, portant de ma main tremblante
votre dû. Ce geste n'était pas une vengeance, c'était un miroir brutal, irréversible, fait pour leur révéler que la véritable héritage d'un enfant n'est pas l'argent, mais l'humanité. Et lorsque je refermai le coffre et que le bruit sourd du métal résonna, je sentis cette vérité scellée au plus profond de mon âme. Aux premières lueurs de l'aube, lorsqu'une agitation inhabituelle commença dans la cuisine, et que ma belle-fille, Séverine, le visage couvert d'un sourire mielleux comme un masque grotesque, me tendit enfin, après tant d'années, une tasse de thé chaud qu'elle n'avait jamais daigné me servir auparavant, je vis dans ses yeux briller une impatience fébrile. Je savais que cette attention soudaine et injustifiée n'était rien d'autre que le dernier repas qu'un bourreau offre à sa victime pour l'apaiser avant de l'abattre. Alors, bien que chaque gorgée me brûlât comme du poison, je supportais cette mascarade répugnante pour ne pas briser mon jeu. Après le petit déjeuner, je sortis prendre l'air et m'adosser au tronc du vieux magnolia que mon cher Adrien avait planté de ses mains, celui sous lequel nous avions vécu tant de soirs d'été heureux. La chaleur rugueuse de son écorce, sous mes doigts, m'inonda d'un adieu si profond que ma poitrine se serra. Car je sentais que cette maison, ce jardin, ces murs, n'étaient plus mon foyer. Ils avaient été creusés de l'intérieur par l'ingratitude et la trahison. Et en quittant cet endroit, je ne laissais pas seulement une bâtisse derrière moi, mais aussi le nuage sombre de cupidité qui s'était posé sur ma vie. L'après-midi, lorsque la porte sonna et qu'un homme aux yeux froids, présenté hâtivement comme un vieil ami passé prendre un café, entra dans le salon avec sa serviette à la main et l'allure d'un vautour, je compris immédiatement. Il était là pour évaluer en secret ma santé mentale, pour préparer un rapport qui me déclarerait inapte. Ces questions humiliantes comme « Quel jour sommes-nous, ma petite dame ? Savez-vous encore compter votre argent ?» ne firent que confirmer ce que je redoutais. Alors j'étouffai ma colère et jouai magnifiquement mon rôle. Regard vide, bouche entr'ouverte, yeux perdus au plafond. Je transformai leur piège en mon arme. Pendant qu'ils jubilaient à l'étage, célébrant la prétendue facilité avec laquelle ils allaient désormais gérer la situation, j'ouvris ma vieille valise en cuir et n'y plaçai ni or, ni étoffe précieuse. J'y mis seulement 3 objets. La montre de Porche imprégnée de l'odeur d'Adrien, ma vieille natte de prière et quelques photos en noir et blanc des jours innocents du passé. Car quand la vie approche de son virage final, on apprend douloureusement que la seule vraie richesse qu'on l'emporte est la paix de la conscience et la pureté des souvenirs. Tout le reste n'est que poids inutile. Et le soir venu, lorsque Karim se glissa dans ma chambre, s'assit au bord du lit et saisit ma main glacée en prenant un ton faussement inquiet, « Maman, ta mémoire te joue vraiment des tours. Écris-moi la combinaison du coffre pour précaution. On la gardera pour toi, on veillera sur tout. » Ses yeux ne cachaient ni son avidité ni son hâte. Je sus alors que le moment était venu. Le jeu pouvait s'achever et la vérité commencer. Je pris le papier froissé qu'il me tendait et avec ma main tremblante, sillonnée de veines saillantes,
je saisis le stylo. Ce que j'écrivais n'était pas une petite suite de chiffres, c'était l'acte final qui couperait pour toujours le dernier lien entre ce fils, autrefois blotti contre moi, et l'étranger cupide qu'il était devenu. C'était la rupture irrévocable du sang, de la confiance et de l'espérance. Et le plus cruel, le plus symbolique, c'est que j'inscrivis comme code la date de sa naissance. Le jour où, en le serrant pour la première fois dans mes bras, j'avais pleuré de joie. Il m'arracha le papier d'un geste brusque, sans un merci, sans un « Dieu te garde, maman !» Et alors qu'il quittait la pièce avec un soupir de satisfaction, comme s'il s'était débarrassé d'un fardeau, le claquement sec de la porte fit résonner dans ma chambre, non pas la solitude, mais la délivrance. C'était le dernier souffle d'un espoir qui s'éteignait et le premier souffle d'une liberté nouvelle. Et lorsque j'entendis dans le corridor leurs murmures enthousiastes, séduits par leur propre victoire précoce, persuadés d'avoir remporté le destin, je compris que leur fête était en réalité la signature de leur ruine. Car pendant qu'ils attendaient impatiemment l'aube pour ouvrir le coffre, moi, à ce même instant, je tissais déjà dans mon esprit le chemin qui me ferait quitter cette maison pour toujours, les laissant seuls face au vide qu'ils avaient eux-mêmes creusé. Cette nuit-là, devant la fenêtre donnant sur la rue déserte éclairée d'une lumière jaune, je vis mon reflet. Ce n'était plus la émeraude docile, écrasée, ravalée au silence. C'était une femme debout, une femme qui reprenait les rênes de sa vie, capable de transformer la trahison de son fils en une leçon de dignité. Et je me fis une promesse silencieuse, mais inébranlable. Au lever du soleil, je quitterai cette maison, non seulement avec mon corps, mais aussi avec mon âme, mon honneur et mon nom. J'allais renaître de mes cendres. Dans l'obscurité aveugle de l'aube, avant même que la lumière ne naisse et que le sommeil de cupidité et d'hypocrisie incrusté dans les murs de cette maison ne se dissipe, je me tenais sur le seuil, vêtu de mon vieux manteau, propre mais usé, une petite valise à la main. Quitter cette demeure où chaque recoin portait l'empreinte de mes années, de ma jeunesse et du souffle de mon défunt mari ne me donnait pas l'impression de fuir, mais d'émerger enfin d'un marécage empoisonné dans lequel j'étais en train de m'asphyxier. Respirer l'air froid du matin me paraît comme la première bouffée de liberté après une longue noyade. Lorsque je déposai sur le plateau d'argent glacé du vestibule le lourd trousseau de clés avec lequel j'avais protégé cette maison, cette famille et cette fortune pendant tant d'années, le tintement métallique qui résonna ne fut pas le bruit d'un abandon, mais celui de ma délivrance. Et je savais qu'au réveil, ce même bruit deviendrait pour eux la cloche d'un emprisonnement moral dont ils ne sortiraient jamais, la prison de leur propre conscience. J'ouvris pour la dernière fois la lourde porte de chêne. Le vent glacial du matin ne me gifla pas. Il me réveilla comme une main amie qu'on pose sur l'épaule. Je ne ressentis aucune envie de regarder en arrière, ni les couloirs sombres, ni les chambres où résonnaient autrefois les rires des enfants, et qui n'abritaient plus désormais que le silence de la trahison. Le claquement sourd de la porte derrière moi signa pour moi la fin d'une époque, et pour eux une perte irréparable, celle de la bénédiction d'une mère quittant pour toujours sa propre maison. Dans le taxi qui m'attendait,
je donnai au chauffeur une adresse nouvelle, insoupçonnable, un lieu dont ils ignoraient jusque l'existence. Et, tandis que la voiture cahotait sur les pavés maudits de cette rue, je sentais mon âme s'élever, plus légère à chaque mètre parcouru. Le poids du fils ingrat et celui de la vieille femme indésirable se détachaient enfin de mes épaules. Et plus nous avancions, plus je retrouvais Émeraude, celle que j'avais été autrefois. Lorsque le soleil se leva sur la ville, mon téléphone vibra au fond de mon sac. Je n'avais nul besoin de regarder l'écran. Je savais que c'était le premier cri de panique. Il venait de découvrir mon absence et, plus encore, le gouffre béant à l'intérieur du coffre-fort. Je l'éteignis sans hésiter. En éteignant ce téléphone, je coupais non seulement leur pouvoir sur ma vie, mais aussi le dernier fil par lequel ils pouvaient encore me blesser, m'utiliser ou me consommer. J'avais enfin atteint un rivage où leurs cris désespérés ne pouvaient plus me toucher. Quand la lumière du matin traversa leurs rideaux, réveillant Séverine de son sommeil sucré mais empoisonné, je la vis, même de loin, pousser son mari du coude comme une enfant la veille de Noël. « Réveille-toi, c'est notre jour! Aujourd'hui, on ouvre le coffre et tout va changer !» Ce qui brillait dans ses yeux n'était pas l'amour, c'était l'anticipation du métal croix qu'elle pensait tenir entre ses mains. Et cette joie illusoire ne m'aspira qu'un sourire amer. Ils descendirent les escaliers d'un pas précipité, trébuchant presque, comme des voleurs fuyant un incendie. Rien ne les arrêta, ni le silence inhabituel de la maison, ni l'odeur du thé, ni les clés abandonnées sur le plateau comme un cadavre. Car la cupidité est le plus épais des voiles. Elle rend aveugle à tout, sauf à l'objet du désir. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau, se dressant enfin devant le coffre monumental, Karim sortit de sa poche le papier froissé qu'il m'avait arraché la veille comme un voleur. À chaque chiffre qu'il tapait, le bip retentissant n'était pas la mélodie de la richesse qui s'ouvre, mais le décompte d'une faillite morale. Ils retenaient leur souffle, les pupilles dilatées, attendant l'ouverture du métal, sans comprendre qu'ils étaient en train de révéler par leur simple avidité le plus bas état où l'âme humaine peut tomber. Qu'enfin, le mécanisme fit entendre un clic et que Karim tira le levier, un sourire triomphant commença à fleurir sur leur visage, pour se figer aussitôt. Le noir vide du coffre, son néant résonnant les frappa comme une coup de masse. En quelques secondes, le scintillement dans leurs yeux se transforma en choc, en déni, en une peur profonde comme un gouffre. Dans ce coffre, où ils imaginaient des liasses de billets, des lingots et des titres de propriété, ils ne trouvèrent qu'une enveloppe jaunie et une petite boîte de velours, solitaires au milieu de la poussière. Lorsque Séverine lut « Écrit de ma main tremblante, votre dû », un cri animal lui déchira la gorge, et Karim, fou de panique, palpait les étagères vides en répétant « C'est impossible, ce n'est pas vrai, impossible !» Ce fut l'instant précis où ils perdirent non seulement leur fortune, le peu de raison et le fragile lien qui les tenait encore l'un à l'autre. C'était la récompense la plus juste et la plus implacable que le destin pouvait m'offrir après toutes les souffrances qu'il m'avait infligées. Quand Séverine déchira l'enveloppe avec une avidité presque bestiale, comme si elle s'attendait à y trouver un chèque ou un acte de propriété, et découvrit que les mots inscrits sur ce papier n'étaient pas des chiffres, mais les vérités arrachées de mon cœur, je sus que chaque phrase qu'elle lisait claquait sur son visage comme une gifle brûlante. Et lorsque Karim, entendant ces mêmes mots, sentit s'effondrer sur ses épaules le poids de la honte et de la déception, et que le masque du grand homme d'affaires se brisa pour le laisser impuissant, effondré sur le tapis comme un enfant,
Je compris que le chagrin empoisonné que j'avais porté en moi pendant des années s'évacuait enfin. C'était un instant de guérison. Dans cette lettre, que j'avais écrite de ma main tremblante, mais avec une volonté d'acier, ils lurent « Pendant que vous comptiez l'argent destiné à m'enterrer, c'est votre humanité que j'ai pesée. Et vous êtes aussi vide que ce coffre. » Alors, quand Séverine lança le papier contre le mur, ce n'était pas une feuille froissée qu'elle projetait, mais sa propre laideur. Son cri aigu n'exprimait pas la perte d'une fortune, mais le refus de regarder en face la vérité monstrueuse et égoïste reflétée dans le miroir de mes mots, leur banqueroute morale. Et même au cœur de ce chaos, mon fils Karim, assez misérable pour espérer encore, ouvrit la petite boîte de velours. Peut-être qu'elle a caché les diamants ici. Mais au lieu d'un bijou précieux, il trouva un simple miroir bon marché, acheté dans un marché aux puces. Le choc qu'il ressentit alors fut la plus silencieuse, mais la plus lourde des leçons. Regarde à l'endroit où tu pensais trouver de l'or, il n'y a que ton visage défiguré par l'avidité. J'espérais qu'à chaque fois qu'il croiserait son reflet, sa gorge se nourrait de la même façon. Lorsque Séverine, prise de fureur, jeta le miroir au sol et le réduisit en poussière, en courant dans toute la maison en hurlant « Elle nous a trompés !» Je compris que ce vacarme n'était pas dirigé contre moi, mais contre l'illusion dans laquelle ils avaient vécu si longtemps. Ils s'étaient eux-mêmes aveuglés, persuadés qu'une vieille femme ne comprendrait jamais rien. Le miroir brisé n'était que le symbole de leur vie brisée, leur tranquillité, leurs projets, et ce mariage factice qui ne serait plus jamais réparable. Quand mon fils, trop tard, attrapa son téléphone et tenta désespérément de me joindre, et qu'il entendit cette voix mécanique « Le correspondant demandé n'est pas disponible », je sentis dans l'air le souffle d'une justice implacable. Car pendant des années, bien que nous ayons vécu dans la même maison, mes mots avaient heurté son cœur et n'avaient rencontré que ce même silence. Absence totale. À présent, ce vide lui revenait, comme un écho divin. Lorsqu'ils ravagèrent le bureau, fouillant comme des pirates fous cherchant un trésor, déplaçant les meubles, ouvrant les livres, frappant les planchers en espérant y trouver quelque chose, je compris que ce qu'ils cherchaient réellement, ce n'était pas de l'argent, mais la sécurité d'une existence assistée à laquelle ils avaient été accoutumés. Et quand cette sécurité s'écroule, l'être humain croit non seulement perdre sa fortune, mais aussi sa force, et jusqu'à l'air qu'il respire. Leur panique ressemblait à l'agonie d'un poisson hors de l'eau. Quand Séverine, autrefois si convaincue que tout se payait tout seul, découvrit la pile de factures impayées, elle comprit enfin que sa vie luxueuse ne tenait pas debout par la solidité du sol, mais grâce à mes mains invisibles qui la soutenaient depuis des années. Et maintenant que ces mains n'étaient plus là, elle se retrouvait face à un gouffre noir et sans fond. Et je songeais à Karim, à qui les portes du monde s'ouvraient simplement parce qu'il était le fils de Madame Émeraude, et qui maintenant, en entendant « Votre mère a annulé tous les pouvoirs, vous n'êtes plus qu'un citoyen comme les autres », voyait ces mêmes portes se refermer une à une. Je réalisais alors que le plus grand héritage que j'avais laissé n'était pas l'argent, mais cette question inévitable. Sans mon nom et sans mon argent, qui es-tu vraiment, mon fils ? Car la plus grande épreuve d'un homme est de tenir debout dans le vent, sans montagne derrière laquelle se cacher.
Pendant qu'ils se dévoraient dans cette prison dorée devenue leur enfer, moi, depuis ma petite maison simple, où les murs ne portaient pas l'humidité mais l'odeur d'iode, où les fenêtres donnaient non sur du béton mais sur un horizon bleu infini, je respirais pour la première fois depuis des années, sans ce nœud dans la gorge, sans cette pierre sur le poitrine. J'appris avec une foi renouvelée, malgré les cheveux blanchis par le temps, que la paix ne se mesure pas en mètres carrés, ni en zéro sur un compte. Le véritable foyer d'un être humain est l'endroit où sa conscience dort en paix. Et lorsque l'orage inévitable éclata enfin, quand l'argent disparut et que les masques de faux amour tombèrent, et que je les entendis de loin se crier « C'est ta faute! Non, c'est toi qui l'as éloigné !» Mon cœur de mère tressaillit. Mais ma raison me murmura « N'interviens pas !» Car en se déchirant ainsi, ils vomissaient enfin tout ce qu'ils avaient enfoui sous le tapis, sous des couches de luxe et de mensonges. Et tant que ce poison n'aurait pas été expulsé, tant que cette infection n'aurait pas été purgée, mon retour ou ma main tendue n'aurait servi à rien. Pour guérir, il faut d'abord toucher le fond. Voir les employés qui, pendant des années, avaient mangé grâce à moi et supporté les caprices de cette maison, par respect pour ma présence, fuir soudain la demeure, valise à la main sans même se retourner, comme des rats qui tentent un navire en train de couler, en comprenant que le capitaine n'avait jamais eu la force de tenir la barre. Pour Séverine et Karim, ce n'était pas seulement la perte de leur domestique, c'était le cadre même du tableau de la noble famille qu'ils s'étaient inventé qui se brisait, révélant à leurs yeux l'ampleur de leur empire factice, sans sujet, sans honneur et désespérément vide. Lorsque Séverine, pour apaiser la panique qui la rongeait, se réfugia sur les sites de shopping et d'un geste frénétique remplit son panier virtuel avant d'appuyer sur « Acheter » et que l'écran afficha ce rouge « Refusé » étincelant comme une sentence de mort, elle sentit ce mot lui glacer la moelle. Car ce n'était pas seulement la limite de sa carte bancaire qui était atteinte, c'était sa crédibilité, sa respectabilité, sa raison d'exister dans ce monde que ma décision venait d'abolir d'un trait. Tandis qu'il suffoquait dans l'obscurité étouffante de la pauvreté et du discrédit, je marchais tranquillement sur le marché modeste de ce petit village côtier. Avec mon filet au bras et quelques pièces honnêtes dans ma poche, acheter 1 kilo de pommes et saluer le marchand d'un simple « Bon courage, mon fils » m'offrait un plaisir pur, immense, car j'y sentais cette vérité que l'on oublie trop souvent. Se suffire à soi-même est l'une des plus grandes libertés de la vie, bien plus précieuse que les coffres les plus lourds. Mon fils Karim, qui avait passé des années à bomber le torse en disant « Je suis à la tête de l'entreprise », découvrait maintenant, face aux bilans incompréhensibles, aux impôts impayés et aux traites arrivées à échéance, qui n'avait été que le mannequin mis en vitrine par mes soins, ses yeux vides, fixant ces chiffres comme une langue étrangère dont il ne connaissait même pas l'alphabet, révélaient la vérité insoutenable. L'héritage d'Adrien n'était pas l'argent, mais l'intelligence et la discipline nécessaires pour le gérer. Et lui, en rejetant cet héritage moral, se retrouvait désormais comme un capitaine sans boussole, noyé dans les vagues de sa propre ignorance. Le soir, lorsque les somptueux lustres restèrent éteints, faute de pouvoir réparer la panne, faute d'argent, les seules lumières étaient celles de leur téléphone, froides, livides, posées sur leur visage épuisé, et dans leur regard,
je vis une peur plus profonde que la colère, la peur animale de l'avenir. Assis, loin l'un de l'autre dans l'obscurité étouffante, ils comprirent enfin que la seule chose qui les avait maintenus ensemble était la lumière de mon archant. Et cette lumière éteinte, il ne restait plus que deux ombres étrangères, tremblantes, face à face avec elles-mêmes. Séverine, qui autrefois faisait tourner les vendeuses autour d'elle, qui ne se serait jamais abaissée à ramasser ce qui tombait à ses pieds, entra maintenant, déguisée pour ne pas être reconnue, dans une boutique de seconde main. Elle y vendit pour une misère les sacs de marque qu'elle appelait « mes trésors », sous les regards compatissants et méprisants de celles qu'elle avait autrefois snobées. C'était la scène la plus dure, la plus humiliante, la plus instructive que la vie puisse offrir. Ce ne sont pas les objets qui rendent une femme précieuse, c'est la femme qui donne la valeur aux objets. Et lorsque l'objet disparaît, il ne reste chez toi que du vide. Mon fils Karim, persuadé que toutes les portes s'ouvriraient toujours pour lui parce qu'il était le fils de Madame Émeraude, alla frapper chez les anciens amis, chez les anciens associés de son père, pour demander un peu de liquidité. Mais ce qu'il trouva, ce ne furent pas des mains tendues, mais des regards froids et distants. Votre mère a retiré toutes les autorisations. Vous n'êtes plus personne. Chaque porte qui se refermait sur son visage lui écrasait un peu plus l'âme, lui apprenant que ce qu'il avait perdu n'était pas l'argent, mais la confiance et la dignité. Et moi, cette humanité qu'ils avaient perdue dans les quartiers riches et les tours de verre anonymes, je la retrouvais sur le petit balcon de ma maison, dans la main d'une voisine inconnue qui m'offrit une petite bouchée chaude, faite seulement de persil, de pâte et de sincérité. Je remerciais Dieu, car j'y retrouvais le goût des repas simples que Adrien et moi partagions dans notre jeunesse, la chaleur de l'authenticité, bien plus nourrissante que les festins dorés dont il s'enorgueillissait. Et dans ma pensée, je les voyais tous les deux, assis à l'une des extrémités de cette longue table fastueuse, celle où l'on servait jadis des mets dignes de rois, n'ayant plus qu'à partager les miettes d'un biscuit rassis, osant à peine se regarder. Leur faim n'était pas celle de l'estomac, c'était la famine de l'âme. Être assis sur une chaise dorée en mangeant un morceau de pain sec, c'est la définition même du malheur dans la richesse. Puis vint le moment où Karim, fouillant les décombres de ce bureau qu'il avait saccagé, retrouva l'agenda en cuir de son père, celui qu'il n'avait jamais lu, qu'il avait même qualifié de vieille sotterie du passé. Et lorsqu'il lit, dans l'écriture tremblante mais déterminée d'Adrien, « Mon fils, ne fais jamais de mal à ta mère. Elle est la colonne de la maison. Si la colonne tombe, le toit s'effondre. » Alors il comprit, dans un sanglot déchirant, que ce toit s'était effondré pour de bon sur eux, sur leur passé, sur leurs illusions et sur leur honneur. Ces larmes tardives, si douloureuses soient-elles, ne ramèneraient ni le temps, ni ce qui avait été brisé, mais c'étaient enfin des vraies larmes. Voir les employés qui, des années durant, avaient mangé grâce à moi et supporté les caprices de cette maison par respect pour ma présence, fuir soudain, valise à la main, sans même jeter un regard en arrière,
comme des rats qui tentent un navire qui sombre, parce qu'ils avaient compris que le capitaine n'avait jamais eu la force de tenir la barre, fut pour Séverine et Karim bien plus qu'un simple départ. C'était la gifle brutale qui fracassait le cadre de la famille noble qu'ils croyaient incarner et qui révélait leur empire de pacotille, sans serviteurs, sans prestige et désespérément seule. Lorsque Séverine, paniquée, chercha refuge dans une thérapie illusoire en remplissant frénétiquement son panier virtuel et appuya sur « Payer » et que l'écran affichant en rouge, comme une sentence de mort refusée, elle sentait jusqu'à ses os que ce mot n'annonçait pas seulement la fin du crédit de sa carte, mais la fin de son crédit dans le monde, la fin de la réputation qu'elle croyait acquise, la fin même de son identité sociale, révélée, effacée, annulée par ma seule décision. Tandis qu'il suffoquait dans la pénombre étouffante de ce luxe devenu misère, je parcourais paisiblement le marché modeste du petit village côtier, avec mon filet de course au bras et quelques pièces honnêtes au fond de ma poche, acheter 1 kilo de pommes, saluer le marchand d'un « bon courage, mon garçon », me procurait un bonheur indescriptible, car j'y sentais la vérité profonde. La capacité de subvenir soi-même à ses besoins est une liberté plus précieuse que les coffres les plus remplis. Mon fils Karim, qui se vantait autrefois d'être à la tête de l'entreprise, découvrait maintenant, face à ses bilans illisibles, ses impôts impayés, ses traites arrivées à échéance, qu'il n'avait été que le mannequin de vitrine dans un décor que j'avais construit de mes mains. Ses yeux perdus, lisant ces chiffres comme une langue étrangère dont il ne comprenait même pas l'alphabet, révélaient une vérité qu'il avait refusée toute sa vie. L'héritage d'Adrien n'était pas l'argent, mais la lucidité et la discipline pour le gérer. Et lui, endormi dans la facilité, avait rejeté cet héritage essentiel. Le voilà désormais comme un capitaine sans boussole, englouti par les vagues de sa propre ignorance. Lorsque la nuit tomba et que les lustres somptueux restèrent éteints, incapables de payer la réparation, la seule lumière dans leur visage était celle, pâle et glacée, de leur téléphone. Et dans leur regard, j'ai vu une peur primitive, plus profonde que la colère qu'ils se portaient l'un à l'autre, la peur du demain. Assises à distance, dans un silence assourdissant, ils comprirent enfin que le seul lien qui les avait tenus ensemble était la lumière de mon argent. Et cette lumière éteinte, il ne resta plus que 2 ombres étrangères, frileuses, effrayées, incapables de se regarder. Séverine, jadis accueillie par les vendeurs avec des « Madame, entrez, je vous en prie !» Celle qui ne se serait jamais baissée pour ramasser ce qui tombait à ses pieds, se glissa maintenant, déguisée, dans une boutique de seconde-main, guettant autour d'elle comme une voleuse. Là, pour quelques pièces misérables, elle dut vendre les sacs de marque qu'elle appelait « mes trésors », sous les regards mêlant pitié et mépris des mêmes vendeuses qu'elle méprisait autrefois. La vie lui donnait là sa leçon la plus dure. Ce n'est pas l'objet qui fait la femme, c'est la femme qui donne de la valeur à l'objet. Et quand l'objet disparaît, il ne reste de toi que le vide. Mon fils Karim, porteur du nom des modes comme on porte une armure, crut longtemps que les portes du monde s'ouvriraient éternellement devant lui. Mais lorsqu'il vint frapper chez les anciens amis de son père pour demander un peu de liquidité, il se heurta non à des sourires, mais à des visages fermés. Votre mère a annulé tous vos pouvoirs. Vous n'êtes plus qu'un citoyen comme les autres. Et chaque porte qui se refermait lui écrasait un peu plus l'âme, car il comprenait enfin que ce qu'il avait perdu n'était pas l'argent, mais la confiance et l'honneur.
pendant que leur humanité se dissolvait dans les tours de verre froides des beaux quartiers, je retrouvai la mienne sur mon petit balcon, dans la main d'une voisine inconnue qui m'offrit une petite bouchée chaude, faite seulement de persil, de pâte et de bonté. Je remerciai Dieu, car je retrouvais dans ce goût simple la chaleur des repas que je partageais avec Adrien dans notre jeunesse, une chaleur que l'or ne pourra jamais imiter. Et eux, assis à l'extrémité de cette grande table où l'on servait jadis des festins dignes des rois, réduits à partager les miettes d'un biscuit rassis, incapables de se regarder, je compris que leur faim n'était pas celle du ventre, mais celle de l'âme. Être assis sur une chaise dorée en mangeant du pain sec, c'est vivre la misère dans l'abondance. Puis vint le moment où Karim, fouillant le bureau ramagé, tomba sur l'agenda en cuir d'Adrien, celui qu'il n'avait jamais ouvert, qu'il appelait les vieilles sottises du passé. Et en lisant de la main tremblante mais ferme de son père, « Mon fils, ne fais jamais de mal à ta mère. Elle est la colonne de la maison. Si la colonne tombe, le toit s'effondre. » Il comprit en sanglotant que ce toit n'était pas tombé en images, mais dans toute sa réalité, sur eux, sur leur vie, sur leurs illusions détruites. Et ces larmes tardives, si douloureuses soient-elles, ne pouvaient ramener ni ce qui avait été perdu, ni réparer ce qui avait été brisé. Mais elles enfin des larmes de vérité Que ma belle-fille Séverine, elle qui jadis proclamait avec arrogance « Mes mains ne sont faites que pour porter des diamants », elle qui n'aurait même pas tendu la main pour prendre un verre d'eau sans appeler une domestique, soit désormais contrainte, dans une maison désertée par le personnel, à se débattre dans sa propre saleté, et que, en voulant repasser une chemise hors de prix, elle la brûle, et que cette fumée âcre, cette odeur de tissu carbonisé, soit en réalité le parfum amer de son incompétence, le relent oppressant de sa totale incapacité à vivre, je le savais au fond. Ce cri qu'elle poussa en jetant le fer au sol n'était pas pour l'appareil, c'était un hurlement adressé à elle-même, à cette existence parasite qui n'avait jamais su se suffire. Mon fils Karim, lui qui autrefois, assis dans son fauteuil de cuir au bureau, croyait régner sur le monde en lançant des ordres, se retrouve à ce jour-là incapable de réparer une simple fuite. Il s'effondra sous le jet glacé d'un tuyau qui avait éclaté, trempé, grelottant, gémissant, et comprit enfin dans la morsure de cette eau que durant des années c'étaient mes mains, ma vigilance silencieuse, qui colmataient chaque fissure de cette maison. Et que lorsque je me retirais, la vie brutale et impitoyable les submergea en un instant. Eux qui jadis ouvraient la porte en grand pour recevoir amis et rire, s'immobilisaient désormais terrifiés lorsque retentissaient les coups violents des créanciers. Ils éteignaient les lumières, tiraient les rideaux, se cachaient comme des rats dans l'obscurité, n'osant même plus respirer. Devenir réfugié dans sa propre demeure, traqué dans son propre château, est une humiliation qu'aucune fortune ne peut racheter. Chaque coup frappé contre cette porte les rappelait au prix terrible de leur inconscience. Tandis qu'ils visaient prisonniers de la peur dans l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé, moi, dans la petite bibliothèque silencieuse du village, entouré de l'odeur du bois et du murmure des pages, je nourrissais mon âme de savoir et de sagesse pour le dernier automne de ma vie. Car j'avais compris qu'un être humain,
quand il n'a plus nulle part où fuir, ne peut trouver refuge que dans la chambre pure de son esprit et dans la paix de sa conscience. Ni les murs les plus épais, ni les coffres les plus solides ne peuvent offrir un abri comparable. Et lorsque dans la cuisine sombre éclairée par une flamme vacillante, ils durent enfin affronter la vérité, et que j'entendis Karim avouer d'une voix brisée « Il faut retrouver maman, nous n'y arrivons pas, nous ne savons rien faire ». Je sus que ce n'était pas moi qu'il cherchait vraiment. Il cherchait la main invisible qui récurait leur saleté, qui colmatait leurs fautes, qui pansait leur défaillance. Non, cette confession ne m'émut pas. Elle confirma simplement que j'avais eu raison de me retirer. Sans mon absence, jamais ils n'auraient grandi. Ils seraient restés des enfants capricieux, des parasites éternels. Lorsque Séverine, elle qui se vantait d'avoir des amis plus proches qu'une sœur, et qui affichait chaque jour leurs photos sur les réseaux sociaux, s'approcha de la vitre du café où ces mêmes amis riaient, et que, l'apercevant, elles détournèrent la tête comme si elle n'était qu'une mendiante de passage, son humiliation fut totale. Elle comprit alors que ce cercle qu'elle croyait intime n'était qu'un parterre d'ombre attiré non pas par sa personne, mais par son argent, et que lorsque la lumière s'était éteinte, elle s'était évaporée. Mon fils Karim, lui aussi, dut affronter sa vérité. Ce bracelet-montre inestimable que son père Adrien lui avait transmis et qu'il portait jadis avec l'orgueil d'un homme maître du temps, il dut le déposer tel un agneau sacrifié sur le comptoir d'un commerçant impitoyable pour payer une dette dérisoire. Et les tic-tac du mécanisme ne marquaient plus le temps pour lui. Il comptait ses années gaspillées, son héritage abandonné, ses regrets irréversibles. Pendant qu'il se dissolvait sous le poids du mépris des autres, moi, dans ce village modeste, je racontais des histoires aux enfants, leur offrant des biscuits chauds pétris de mes mains, sans un sou dans les poches, mais riche du sourire sincère qu'ils me donnaient. C'est là que je redécouvrais la véritable noblesse, non dans la crainte que l'on inspire, mais dans le sourire pur d'un enfant qu'on caresse doucement. Et dans cette grande maison glacée, devenue tombeau, lorsque la faim, la frustration et la rage les conduisirent à se jeter l'un sur l'autre, à renverser des tables, à briser des verres, je compris que ce n'était pas une table qu'il renversait. C'était ce mariage pourri, soutenu pendant des années par un mensonge répété. Nous sommes un couple parfait. Quand l'argent s'évapore, l'amour, le respect et la patience factice s'évaporent avec lui. Ce qui reste alors, ce ne sont plus des époux, mais deux ennemis blessés, avançant pieds nus sur les éclats de verre de leur propre vie. Et enfin, quand l'orgueil et la colère furent épuisés, que Karim se réfugia dans ma chambre vide, enfouissant son visage dans l'oreiller où survivait encore mon parfum, appelant « Maman » d'une voix étouffée. Je sus que ce n'était pas moi qu'il cherchait vraiment. Il cherchait la main invisible qui récurait leur saleté, qui colmatait leurs fautes, qui pansait leurs défaillances. Non, cette confession ne m'émut pas. Elle confirma simplement que j'avais eu raison de me retirer. Sans mon absence, jamais ils n'auraient grandi. Ils seraient restés des enfants capricieux, des parasites éternels. Voir les domestiques qui, pendant des années, avaient mangé grâce à moi et supporté les caprices de cette maison par respect pour ma présence, fuir soudainement, leurs valises à la main, sans même tourner la tête, comme des rats quittant un navire en perdition après avoir compris que le capitaine n'avait jamais eu la force de tenir la barre, fut pour Séverine et Karim bien plus qu'une simple perte de personnel.
C'était le coup fatal porté à l'illusion de cette famille aristocratique dont ils se vantaient tant. Leur empire factice se retrouvait nu, sans serviteurs, sans prestige, sans personne. Lorsque Séverine, dans la panique et le désarroi, chercha à combler son vide intérieur en remplissant de manière frénétique son panier virtuel, et qu'au moment d'appuyer sur « Acheter », l'écran afficha ce « Refuser » rouge, éclatant comme une sentence irrévocable, elle sentit ses entrailles se tordre. Car ce mot ne signifiait pas seulement la fin du crédit de sa carte, il annonçait la fin de son crédit social, de sa respectabilité, de la façade même qui soutenait son existence. Et tout cela, ma seule signature l'avait balayé. Pendant qu'ils suffoquaient dans l'obscurité étouffante de leur luxe devenu misère, je flânais au marché modeste de mon petit village côtier, mon filet au bras, achetant 1 kilo de pommes avec les quelques pièces honnêtes que j'avais en poche. Le simple fait de souhaiter « Bonne journée, mon fils » au marchand me remplissait d'un bonheur immense, car j'y retrouvais la vérité essentielle. Se suffire à soi-même est une liberté infiniment plus précieuse que tous les coffres-forts. Mon fils Karim, qui s'était longtemps vanté d'être à la tête de l'entreprise, découvrait soudain, face au bilan incompréhensible, aux impôts impayés et aux traites arrivées à échéance, qu'il n'était jamais rien eu d'autre qu'un pantin mis en scène par mes soins. Ses yeux vides, déchiffrant ces chiffres comme une langue inconnue dont il ne comprenait même pas les lettres, révélaient l'amère vérité. L'héritage d'Adrien n'était pas l'argent, mais la capacité à le gérer. Et lui, engourdi par la facilité, avait rejeté cet héritage essentiel. Le voilà désormais comme un capitaine sans boussole, englouti par les vagues de sa propre ignorance. Quand la nuit tomba, que les lustres spectaculaires restèrent éteints, faute de pouvoir en payer la réparation, et que leurs visages n'étaient éclairés que par la lumière froide et blafarde de leur téléphone, j'y lus une peur primitive, plus intense que toute colère, la peur du demain. Assis loin l'un de l'autre dans cette obscurité glaçante, ils comprirent que le seul fil qui les avait unis était la lueur de mon argent. Et cette lumière éteinte, il ne restait que 2 ombres étrangères, tremblantes, incapables de se regarder. Séverine, autrefois accueillie avec « Madame, entrez donc !» par les vendeuses, celle qui ne se serait jamais penchée pour ramasser quoi que ce soit, entra maintenant déguisée dans une boutique de seconde main, regardant autour d'elle comme une voleuse. Il vendit pour 3 fois rien les sacs de marque qu'elle appelait « mes trésors », sous les regards mi-compatissants, mi-moqueurs de ces mêmes employés qu'elle méprisait autrefois. La vie lui offrait ainsi la plus dure des leçons. Ce ne sont pas les objets qui font la valeur d'une femme. C'est la femme qui donne de la valeur aux objets. Et lorsque l'objet disparaît, s'il ne reste rien, cela dit tout. Mon fils Karim, qui croyait que les portes du monde s'ouvriraient toujours pour le fils de Madame Émeraude, frappa au bureau des anciens amis et associés de son père pour demander un peu de liquidité, mais il ne trouva ni soutien ni compassion. Seulement des regards glaciaux et des mots tranchants. « Votre mère a retiré tous les pouvoirs, vous n'êtes désormais qu'un citoyen comme un autre. » Et chaque porte qui se refermait le frappait comme un coup de masse, car il comprenait enfin que ce qu'il avait perdu n'était pas l'argent, mais la confiance, l'honneur, le respect dû au nom de son père. Et tandis qu'ils cherchaient dans les tours de verre froides des beaux quartiers la dignité qu'ils avaient perdue, je retrouvais moi la mienne
sur le petit balcon de ma maison au bord de l'eau, dans la main d'une voisine inconnue qui m'offrit une petite bouchée chaude faite seulement de persil, de pâte et de bonté. Je remerciais Dieu, car j'y retrouvais dans ce goût simple la chaleur des repas que je partageais avec Adrien, bien plus douce que les festins dorés de leur ancienne vie, et eux assis à l'extrémité de cette longue table où jadis s'étaient servis des mets dignes des rois, réduits désormais à se partager les miettes d'un biscuit rassis, incapables même de croiser leurs regards, je compris que leur faim n'était pas celle du ventre, mais celle de l'âme. S'asseoir sur une chaise dorée pour manger du pain sec, c'est vivre dans la misère au cœur même de la richesse. Puis vint le moment où Karim, fouillant ce bureau dévasté, retrouva l'agenda en cuir de son père, celui qu'il n'avait jamais ouvert, qu'il avait qualifié jadis de sottise du passé. Et en lisant dans l'écriture tremblante mais ferme d'Adrien, « Mon fils, ne fais jamais de mal à ta mère. Elle est la colonne de la maison. Si la colonne tombe, le toit s'effondre. » Il comprit que ce toit n'était pas tombé en image, mais en vérité, sur eux, sur leur foyer, sur leur vie entière. Et les sanglots qu'il poussa alors, aussi sincères que tardifs, ne pourraient jamais ramener le passé, ni réparer ce qui avait été brisé. Mais c'étaient enfin des larmes qui purifient. Ma belle-fille Séverine, qui autrefois proclamait « Mes mains ont été créées pour porter des diamants » et qui refusait de toucher la moindre tâche ménagère, attendant même qu'on lui serve un simple verre d'eau, se retrouvait à présent abandonnée par les domestiques, noyée dans sa propre saleté. Quand elle prit un fer à repasser pour la première fois de sa vie et brûla une chemise hors de prix, la fumée âcre qui monta dans l'air n'était pas celle du tissu, mais celle suffocante de son incapacité, de cette fragilité grotesque qu'elle appelait vie. Et le cri qu'elle poussa en jetant le fer au sol n'était pas dirigé contre l'objet, il était destiné à elle-même, à l'existence parasitaire qu'elle avait menée jusque-là. Mon fils Karim, qui autrefois croyait régner sur le monde du haut de son fauteuil de cuir, lançant des ordres comme un petit tyran, s'étala cette nuit-là dans l'eau glacée jaillie d'un tuyau éclaté. Trempé, grelottant, incapable de réparer quoi que ce soit, il comprit enfin, avec une brûlure dans la poitrine, que durant toutes ces années, c'était moi qui avais colmaté chaque fissure. Moi qui avais mis mon corps en barrage pour que leurs pieds ne soient jamais mouillés. Et lorsque je m'étais retiré, la vie, brutale, les avait engloutis d'un seul coup. Eux qui jadis ouvraient leurs portes en grand pour accueillir amis et rire, tremblaient désormais au son des coups furieux des créanciers. Ils éteignaient les lumières, tiraient les rideaux et se tapissaient dans les coins, comme des animaux traqués dans leur propre maison. Apprendre que l'on est devenu réfugié, pire encore, clandestin dans son propre foyer, est une humiliation qu'aucun argent au monde ne peut effacer. Chaque coup porté à la porte leur arrachait le cœur. Pendant qu'ils vivaient enfermés dans cette prison de peur qu'ils avaient construite eux-mêmes, moi, dans la petite bibliothèque tranquille du village, au milieu de l'odeur du bois ancien et du silence sacré des livres, je nourrissais mon âme de savoir et de sagesse. J'appris alors que, lorsque l'être humain n'a plus nulle part où fuir, le seul refuge réel n'est ni un mur épais, ni un coffre-fort, mais la pièce intérieure de sa conscience. Et lorsque dans la cuisine sombre éclairée par une flamme tremblante, ils durent affronter la vérité, et que Karim murmura enfin dans un souffle « Il faut retrouver maman. Nous n'y arrivons pas. Nous ne savons rien faire. » Je compris qu'il ne regrettait pas Émeraude, la mère, la femme. Il regrettait la main invisible qui rangeait derrière eux, qui lavait leurs fautes, qui réparait leurs dégâts.
Cette révélation, loin de m'émouvoir, me confirma simplement que mon départ avait été juste. Sans ma disparition, ils seraient restés éternellement des enfants capricieux, incapables d'affronter la vie. Quand Séverine, si fière de ses amis plus proches qu'une sœur, s'approcha de la vitrine du café où elle riait, et que, l'apercevant, elles détournèrent la tête comme si elle n'était qu'une mendiante, elle comprit, avec une douleur aiguë, que ces liens n'avaient jamais été tissés autour d'elle, mais autour de son argent. Et seule, derrière la vitre froide, elle goûta le plus amer des abandons. Quant à mon fils Karim, lorsqu'il dut déposer, tel un agneau sacrifié, la montre inestimable que son père Adrien lui avait léguée pour régler une dette misérable chez un commerçant impitoyable, les tic-tac ne marquaient plus pour lui le temps. Il comptait ses années perdues, son héritage gaspillé et la profondeur de son regret. Pendant qu'il s'effondrait sous le poids d'être devenu des riens aux yeux du monde, moi, dans mon petit village, je racontais des histoires aux enfants, leur offrant des biscuits chauds pétris de mes mains, sans argent, mais riches de leur affection sincère. Je compris à travers leurs sourires que la véritable noblesse ne réside pas dans la peur qu'on l'on inspire, mais dans la tendresse qu'un enfant vous rend quand vous passez votre main dans ses cheveux. Et dans cette grande maison, devenue caverne de froid et de misère, lorsque la faim et la frustration les poussèrent à renverser la table, à briser les verres, à se déchirer comme deux bêtes blessées, je compris que ce n'était pas une table qu'ils renversaient, c'était le mensonge de leur mariage maintenu pendant des années sous le vernis du luxe. Quand l'argent disparaît, l'amour acheté, le respect forcé et la patience feinte s'évaporent d'un seul coup. Il leur reste plus que 2 ennemis dans les décombres de leur propre vie. Et lorsque Karim, à bout de force, se réfugia dans ma chambre vide, enfouit son visage dans l'oreiller qui retenait encore un reste de mon parfum et murmura « Maman ». Ce n'était pas l'argent qu'il regrettait, c'était le refuge d'une mère, le havre d'un amour inconditionnel qu'il avait perdu pour toujours. Il pleurait son enfance, son innocence, son humanité. Mais cette nuit-là, seuls les murs froids entendirent son appel. Lorsque mon fils Karim, après avoir passé toute une semaine debout à supporter les caprices des clients, serra dans sa main les quelques billets froissés qu'il avait gagnés à la sueur de son front, il comprit enfin que l'odeur de cet argent n'avait rien à voir avec celle, froide et sans âme, des liasses conservées autrefois dans le coffre de son père. Ces quelques euros laborieusement gagnés portaient en eux l'effort et l'honneur. Et le simple fait d'acheter une soupe chaude et une boîte de médicaments pour sa femme malade lui offrit une fierté qu'aucune fortune achetée n'aurait pu lui donner. La fierté d'être pour la première fois l'homme qui fait vivre sa maison. Ses larmes silencieuses en furent la preuve. Quand je vis ma belle-fille Séverine, enfin remise de sa fièvre, prendre une aiguille, elle, dont les mains n'avaient jamais travaillé, et raccommoder avec attention les déchirures de son manteau, sans se soucier des piqûres qui meurtrissaient ses doigts délicats, je compris qu'elle ne réparait pas seulement un tissu. Elle reprenait en main son caractère déchiré. Elle recousait ses habitudes d'excès et cette vie qu'on disait irréparable commençait à se solidifier sous le fil dur de la nécessité. Je la regardais de loin avec la tendresse et l'espoir d'une mère.
Ce couple qui, des années durant, s'était disputé autour de tables somptueuses, « Tu m'as servi moins que lui, celui-ci a eu la plus belle part », se retrouvait maintenant assis par terre, partageant la dernière bouchée d'un pain rassis. Et lorsque l'un dit à l'autre « Mange-le, tu en as plus besoin que moi », je compris que l'argent est une malédiction qui divise, mais que le manque, lui, rapproche les cœurs. Il brise les murs de l'égoïsme et fait naître le nous. Cette minuscule bouchée de pain contenait un amour plus grand que leurs anciens festins. La nuit, lorsque mon fils écrivait des lettres pour moi, assis sur une boîte en carton à la lumière fragile d'une bougie, puis chiffonnait ses feuillets un à un en murmurant « Qu'ai-je fait pour mériter son pardon ?» Je sentais son âme lutter. Il ne tenait pas ce stylo pour me demander de l'argent, il voulait simplement dire « Maman, je commence enfin à devenir un homme ». Mais il savait qu'il n'était qu'au début du chemin et choisissait alors le silence. Ce silence était un cri plus sincère, plus bouleversant qu'aucune parole. « Je reviens vers toi, maman ». Un matin, un petit moineau entra par ma fenêtre et se posa sur ma table, comme s'il apportait un message venu de cet appartement humide où vivaient mes enfants. La douleur légère qui restait dans mon cœur se dissipa soudain, car je savais que la carapace dure, le béton de leur orgueil, venait enfin de se fissurer. La graine de la miséricorde, arrosée par la souffrance et les larmes, commençait à germer. Le reste n'était qu'une question de temps. Le bourgeon deviendrait arbre. Un jour, alors que Karim nettoyait le sol, il trouva un portefeuille abandonné contenant une somme importante, de quoi survivre plusieurs mois, de quoi remonter un peu la pente. C'était un instant de vérité. Le diable lui souffla « Prends-le, personne ne t'a vu, c'est ton droit ». Mais lorsque je le vis, tremblant mais la tête haute, rendre ce portefeuille à son propriétaire, je compris qu'il venait de déposer sur ce comptoir non pas un objet trouvé, mais la maladie du gain facile qui l'empoisonnait depuis des années. Le simple « merci, que Dieu vous bénisse » du propriétaire s'inscrivait en lui comme un seau de lumière. Quant à Séverine, elle, qui autrefois jugeait les gens à leurs vêtements, travaillait maintenant dans une petite échoppe de couture, l'aiguille entre les lèvres, le ruban autour du cou. Lorsqu'une ancienne amie de haute société entra dans le magasin et croisa son regard, Séverine, cette fois, ne baissa pas la tête. Elle soutint les yeux de la femme et dit « Tranquille, courageuse, bonjour, comment puis-je vous aider ?» À cet instant, elle ne réparait pas la couture de sa cliente, mais son propre respect, raccommodé par le travail honnête, plus noble que n'importe quelle marque de luxe. Le jour de mon anniversaire, au lieu de bijoux glacés ou de gestes coûteux et vides, ils vinrent déposer au seuil de notre ancienne maison, qui ne nous appartenait même plus, quelques pâquerettes sauvages, timides, fragiles, et un mot trempé de larmes. « Pardonne-nous, maman, nous ne savions pas. » Ces fleurs fanées sentaient mieux que toutes les roses que j'avais reçues dans ma vie, car leur parfum était celui de la repentance sincère et de la fidélité retrouvée. Dans cet appartement humide, feuilletant un vieil album aux coins abîmés, ils retrouvèrent des photos où je les portais dans mes bras, où l'argent n'avait pas encore souillé notre innocence. Et lorsque Karim, serrant sa femme contre lui, murmura « Oh, nous sommes-nous perdus, Séverine. L'argent est venu et c'est nous qui l'a rendu pauvre. » Leurs larmes nettoyèrent les derniers recoins sombres de leur cœur. De loin, je souris avec la patience d'un artisan, car je voyais que leur argile avait enfin cuit, qu'elle était sur le point de devenir une céramique solide. Lorsque les signes furent réunis, lorsque la repentance fut réelle et que les épreuves d'honnêteté furent franchies une à une, je sus que le moment était venu. Je préparais ma petite valise usée, non plus pour fuir, mais pour revenir vers des enfants qui n'étaient plus des héritiers ingrats, mais des êtres humains. Devant le miroir, je me dis « C'est l'heure, Émeraude. Ils ne sont plus des gens de luxe, ils sont devenus des gens de cœur. Va, il est temps de cueillir les fleurs nées sous les décombres. »
et je partis ouvrir la plus belle page de notre histoire. Lorsque je descendis du taxi et me retrouvai devant les meubles gris, humides, oubliés du monde, là où mes enfants s'étaient réfugiés, un bâtiment dressé comme un monument de honte dans un recoin délaissé de la ville. Je levai les yeux vers la fenêtre d'où filtrait une lumière pâle, et l'émotion qui me traversa fut la même que celle que j'avais ressentie des années plus tôt lorsque je les attendais devant la grille de l'école. Un mélange de douceur, d'inquiétude et ce désir brûlant de les étreindre. Mais cette fois, je ne venais pas chercher des écoliers, je venais accueillir deux êtres qui venaient de réussir l'examen le plus rude de la vie, celui de l'exil, du manque et de la vérité. En montant les escaliers étroits, le poids de ce moment se posa sur mes épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une dignité retrouvée. Et lorsque je frappais à la porte en bois écaillé, et qu'après des pas traînants et fatigués, la porte grinça en s'ouvrant, je ne vis pas l'ancien homme d'affaires qu'avait été Karim, mais un homme aux joues creusées, au regard éteint, où subsistait pourtant une lueur d'humanité profonde. Son visage se figea, d'abord le déni, puis le choc, puis un tremblement irrépressible. Sans un mot, je compris qu'il ne voyait plus en moi un portefeuille, mais sa mère, la douceur perdue, le parfum oublié de son enfance. Quand Séverine apparut dans le couloir, avec son visage pâle et ses mains durcies par le travail, la tasse qu'elle tenait glissa et se brisa au sol. Dans ce fracas, je sentis s'effondrer les montagnes de rancœur, les murs glacés de l'orgueil, toutes les distances, tous les non-dits. Ils tombèrent tous deux à mes pieds, non comme des coupables, mais comme des naufragés trouvant enfin un port. Leurs larmes chaudes inondaient ma jupe et nettoyèrent en même temps les taches noires de leurs âmes. Et quand je posai leur tête contre ma poitrine, je sentis la vérité simple. Ils étaient revenus. Ils me conduisirent dans la petite pièce sombre, où les meubles étaient entassés les uns sur les autres, où l'air semblait manquer. Ils m'assirent sur une boîte en carton. Alors Karim, le visage rouge de honte, me dit d'une voix tremblante « Maman, nous n'avons ni table digne de toi, ni repas à t'offrir, ni même 5 francs. » Et il baissa la tête. Pour moi, cet instant valait plus que les plus riches festins, car j'y entendis non pas la pauvreté, mais la naissance d'un enfant véritable, un fils humble, conscient, respectueux. Je pris ses mains calleuses et les embrassai. « Vous êtes là, c'est tout ce qui compte, mes enfants. » Lorsque je sortis de mon sac, non pas des chèques somptueux, ni les clés d'une vie passée, mais un acte d'une petite maison propre, modeste, et une somme honnête, de quoi bâtir une vie digne. Ils ne regardèrent pas les papiers, mais mes yeux. Dans ce regard, je vis que l'épreuve était terminée. Les anciens Karim et Séverine étaient morts sous les décombres du manoir où ils avaient vécu. Devant moi se tenaient 2 êtres nouveaux qui avaient choisi la vie plutôt que leur grille, la paix plutôt que l'avidité, exactement ce que j'avais toujours souhaité qu'ils deviennent, des humains. Un an passa, un an rude, mais guérisseur. Et aujourd'hui, assise au fond de leur petit atelier, je regarde mon fils couper le tissu, le front couvert de la sueur la plus noble qui soit, qui craignait autrefois que l'argent salisse ses mains.
Je regarde Séverine qui disait jadis bonjour de haut, accueillit chaque client avec un sourire sincère qui illumine son visage. Et je comprends que le coffre-fort vide de jadis a été en vérité le plus grand trésor qu'ils aient reçu. Le vide qui leur a permis de se remplir. À l'inverse des repas glacés d'autrefois, mangés en silence à une table de marbre, nous sommes maintenant dans ce petit jardin, autour d'un modeste barbecue, le parfum du feu se mêlant aux éclats de rire qui montent vers le ciel. Et en regardant les étoiles, je murmure « Repose-toi en paix, Adrien, ton héritage est entre bonnes mains. » Car le bonheur n'est ni un acte de propriété, ni une somme inscrite sur un compte, mais un regard sincère échangé autour d'une table humble. Et ce bonheur-là, nous le ressentons tous jusqu'à la moelle. Quand mon fils s'agenouilla à mes pieds, prit mes mains, ses mains ridées, mais salies par le travail honnête, et me dit, les yeux brillants de gratitude, « Maman, le jour où tu as vidé ce coffre, c'est nous que tu as rempli. Tu nous as fait. » Je sus que j'avais reçu le plus grand hommage qu'une mère puisse recevoir. J'avais eu le courage de l'envoyer au feu pour le sauver et le voir revenir, non pas brûlé, mais mûri, purifié, redevenu un homme, fut pour moi un paradis vivant. Quand Séverine se jeta en mon cou, sa voix devenue douce, sincère, celle d'une fille, non d'une étrangère, et me dit « Avant j'étais seulement la femme de ton fils, maintenant je porte ton cœur, maman. » Je compris que ce qui fait une famille n'est pas le sang, mais l'épreuve partagée et l'amour retrouvé. Les nuages lourds du passé s'étaient dissipés, et à l'horizon, ce n'était plus le soleil couchant de la tristesse, mais l'aube d'un avenir lumineux. Et vous, qui écoutez mon récit, retenez ceci. La plus grande héritage qu'un parent puisse laisser à son enfant n'est pas l'or, mais la droiture, la compassion et le travail honnête. Car les coffres d'or se vident, les maisons changent de propriétaire, les royaumes s'effondrent. Mais un caractère pétri par la difficulté, tempé dans le manque, élevé par l'amour, lui demeure même après la mort.